Pierre m'avait laissé une belle cave avec 300 bouteilles, toutes bien rangées, bien étiquetées par terroir, eh bien je vais les ouvrir une par une, toute seule, sur une année. Et c'est donc de 35 à 36 que je deviens droguée à l'alcool, alcoolique, c'est-à-dire que ma seule obsession à 36 ans, quand je me lève, c'est de savoir comment je vais m'organiser pour avoir toujours cette dose alcool dans le sang. Bonjour, je m'appelle Laurence Côté, j'ai 63 ans. Au cours de ma vie, il y a eu une cassure, le 23 janvier 2009. C'est une date que j'oublierai jamais. Avant cette date, j'étais dans l'enfer de l'alcoolisme, et après cette date, je suis sobre, et c'est un cadeau, cette vie. J'ai grandi dans une famille nombreuse, dans le nord de la France, avec des parents qui malheureusement ne s'entendaient pas. Et le souvenir que j'ai, c'est des cris et des coups. Étant très angoissée, mal dans ma peau, j'ai pris pour habitude de terminer les fonds de verre des adultes, les fonds de verre d'alcool. J'avais 6-7 ans. Mais j'avais aussi repéré dans le petit salon, le petit meuble en coin, là où étaient rangées les bouteilles d'alcool. Et donc, la nuit, il m'arrivait très souvent de descendre sans bruit l'escalier, d'aller dans ce petit meuble et de boire au goulot. J'ai repéré le goût, j'ai repéré aussi l'effet que ça fait. Ça me rendait un peu plus euphorique, un peu moins triste. Et donc je ne me posais pas la question, est-ce que c'est permis ou interdit? Alors les premières cuites, ça c'est plus tard, c'est vers 15-16 ans. Je montais à cheval, je montais des petits poneys. Et donc très souvent je passais toute la journée dans les clubs. Ça picolait, mais c'était les grands qui picolaient. Et donc moi très vite j'étais initiée à ces tournées. Et je me souviens que c'était des cocktails très sucrés. Et la tchotte, moi-même, était rigolote quand elle avait un verre dans le nez. Je buvais bien sûr beaucoup trop, j'ai à peine 15-16 ans. Et parfois, on dormait sur place, mais on terminait le soir à 5 h du matin, la tête dans le seau. On ne m'a pas forcé, mais moi j'avais compris que ça me permettait de m'intégrer dans le groupe. Je suis dans ce qu'on appelle l'alcool festif. Je ne suis pas alcoolique, j'aime tout simplement faire la fête. Et on ne fait pas la fête sans alcool. En tout cas, c'était à l'époque comme cela que l'on raisonnait. Alors, je vais donc faire 5 années de droit. Et là, il est temps pour moi de travailler parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai des gros problèmes d'argent. Je démarre ma carrière le 5 mai 1986 dans un grand groupe immobilier dans le nord de la France. Et j'adore mon boulot. Beaucoup de déplacements, etc. Mais là, je tombe tête baissée dans l'alcool, on va dire, professionnel. C'est-à-dire, il est là. Et notamment, lorsque je voyage dans les antennes, dans les agences, comme il y a très peu de femmes dans le monde immobilier et le BTP, dès qu'une femme arrive, on la reçoit. C'était bon, nous allons partager une bonne bouteille. Et c'est comme ça que je tombe. Je suis addict à l'alcool à l'âge de 36 ans. Parce qu'à 35 ans, je subis un drame épouvantable. Je perds mon mari en l'espace de 3 mois. Pierre décède d'un cancer fulgurant. Le 31 mars 1995, à 5 h du matin, il décède dans mes bras. Et mes mauvaises habitudes que j'avais prises avec l'alcool, y compris avec lui, quand on était avec des amis, dans des soirées, etc., on n'avait pas de limite. Sauf que ça restait quand même assez exceptionnel, quoi. Et Pierre était là pour me limiter, et j'ai jamais, en présence de Pierre, eu une biture. Mais il n'est plus là. Et donc, après l'enterrement, je me souviens très bien, Pierre m'avait laissé une belle cave avec 300 bouteilles, toutes bien rangées, bien étiquetées par terroir. Eh bien, je vais les ouvrir, une par une, toute seule, sur une année. Et c'est donc de 35 à 36 que je deviens droguée à l'alcool, alcoolique, c'est-à-dire que ma seule obsession, à 36 ans, quand je me lève,
c'est de savoir comment je vais m'organiser pour avoir toujours cette dose alcool dans le sang. Il y a une autre cause beaucoup plus intime que j'ai découvert bien plus tard, à la suite d'un autre drame, qui est la perte de ma petite sœur. Ma petite sœur Marie-Diane va mettre fin à ses jours, elle a 42 ans. Le jour de l'enterrement, il se passe un truc assez incroyable. Il y a un de ses meilleurs amis qui me remet un écrit d'elle, de Marie-Diane, dans lequel elle parle d'une faille, d'une séquelle d'enfance, avec un S majuscule. Et en discutant avec cet ami et 2 autres personnes, ils me disent droit dans les yeux, « Laurence, ta petite sœur a subi un inceste. » Alors là, c'est le coup de massue sur ma tête, mais très vite, des images me reviennent me concernant. Et je me rends compte que moi aussi, je suis passée par là. J'ai très peu parlé de ce que je vous raconte. Je crois même que c'est la 2e fois que je le raconte en ayant suffisamment de recul pour ne pas m'effondrer, Mais donc, vous l'avez bien compris, la vraie cause de mon alcoolisme, c'est une agression sexuelle. Le deuil, c'était une chose, la perte de mon mari. Tout allait bien tant que Pierre était là. Pourquoi? Parce qu'il me protégeait aussi, contre les hommes. Mais après, quand Pierre est parti, je me suis retrouvée veuve, dans un monde d'hommes, beaucoup de harcèlement moral et sexuel, et je ressentais ce mal-être, mais je n'arrivais pas à mettre des mots, puisque le flash n'était pas revenu. Mais c'est aussi ça qui a entretenu mon alcoolisme. Lorsqu'on est addict à l'alcool, notre peur, c'est d'être en manque. C'est-à-dire si, par exemple, je suis en manque maintenant, vous allez avoir tout doucement mes mains qui tremblent, je vais avoir des sueurs, et je vais vous dire, on arrête là. Donc, on organise de telle manière que ça n'arrive jamais. Comment je fais? Le matin, c'est pas très compliqué. Je suis toujours dans le BTP. On commence très tôt, 7h30, 8h. Là, j'ai encore la dose de la veille. Par contre, mon corps va commencer à me trahir vers 11h. Donc, c'est pas compliqué. Je prends mon sac à main, je vais aux toilettes. J'ai ma petite bouteille de vodka orange. J'en bois quelques gorgées. Je croque un petit grain de café pour évacuer la laine éthylique et je repars à mon bureau. Après, avec un peu de chance, j'ai un repas d'affaires, il y a de l'alcool. Je vais tenir, et si je n'ai pas de repas d'affaires, sur l'heure du déjeuner, je picole, toujours en cachette. Je reviens toujours pas trop tard chez moi, vers 19h, je suis veuve. Donc j'ai personne pour m'arrêter de boire. Et donc le soir, je termine seule, chaque soir, ivre. L'ivresse, elle arrive assez vite en fait, parce que on ne boit plus pour le plaisir. On boit pour oublier qu'on est devenu une alcoolique. Et donc on boit au goulot. Alors si on veut aller très vite, c'est la vodka, notamment pour une femme. Autrement, si on veut encore goûter un peu, c'est du champagne, mais ça coûte cher. Surtout que les doses, là, c'est quand même 2-3 bouteilles. Donc on s'effondre sur le canapé, on ne prend même plus le temps d'aller sur son lit. On se réveille vers minuit complètement angoissé, en se disant « Oh, on a raté tel rendez-vous » ou alors on voit son téléphone, oh, on se rend compte qu'on a appelé telle ou telle personne. On est incapable de se souvenir de la conversation qu'on a pu avoir. Et donc à minuit, je me souviens que je prenais un Stilnox pour dormir, essayer d'avoir un sommeil réparateur. Et puis après, 5h, 5h30 du matin, la douche, la voiture, et je suis derrière mon bureau à 7h30 du matin, avec encore donc la dose de la veille. Arrivé à ce stade de la maladie, vous êtes dans la maladie, si vous n'avez pas votre dose alcool dans le sang, vous risquez de faire un délirium très mince ou une crise d'épilepsie. Et vous pouvez en mourir. Donc je suis dans un besoin vital. Ma consommation donc abusive d'alcool a, les dernières années, eu des conséquences dramatiques sur mon corps déjà. C'est très calorique, arrivé à ce niveau-là.
vous vous enfilez 4-5 000 calories, voilà. Donc j'avais pris énormément de kilos. Sur le plan psychologique aussi, les répercussions, j'avais perdu confiance en moi. Et c'est normal, tous les soirs je me disais je ne bois pas, chaque soir j'étais ivre morte. Donc j'avais plus de confiance en moi. Par ailleurs, je voyais bien qu'autour de moi, ça tournait plus rond, j'étais plus invitée. Sur le plan professionnel, je loupais beaucoup de rendez-vous professionnels. Donc il y avait des répercussions. Personne ne m'en parlait, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et sur le plan de l'humeur, j'avais de plus en plus des sautes d'humeur. J'étais tombée aussi dans En fait, j'étais tombée en dépression aussi. Alors c'est à 40 ans que je me rends compte que j'ai un vrai problème avec l'alcool, tout simplement en lisant un livre du docteur Olivier Aminzin, qui témoigne dans son livre de son parcours avec l'alcool. Il était dans la maladie comme moi, et au bout de la 100e page, il fait des telles descriptions de ce qu'il a connu que je me retrouve dans ses mots et dans les scènes qu'il décrit. Donc là, je sais que j'ai un très gros problème d'alcool. Ça change quoi? Ça change que d'abord je deviens lucide sur mon problème, mais ça me fait basculer dans la honte. Et plus vous gravissez les échelons hiérarchiques, plus vous êtes dans la honte de ce que vous devenez. Parce que vous êtes bien payé, vous êtes cadre supérieur, et votre rôle est de montrer l'exemple, ce que vous ne faites pas. Je reste seule avec mon problème d'alcool et je tente de m'en sortir moi-même, mais je n'y arriverai pas. Alors le vrai déclic qui s'est produit, donc, c'est la date que j'ai citée, le 23 janvier 2009. C'est au cours de la cérémonie des vœux, dans le grand groupe de BTP dans lequel je suis cadre supérieur. Il y avait 650 personnes, il n'y avait que 35 femmes. On m'avait obligée d'y aller alors que je ne voulais pas, parce que je pressentais la catastrophe et parce que je savais que c'était open bar, quoi. Il n'y avait toujours que de l'alcool. Et malheureusement, alors que j'avais vraiment prévenu mes plus proches collègues que je ne voulais pas boire, eh bien, au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui va me tenter et je prends la coupe de champagne et après blackout complet. Je vais m'effondrer physiquement par terre. Le lendemain de la cérémonie des vœux, je m'étais réalcoolisée pour aller me jeter sous la rame du métro à Denfert-Rochereau. Et là, j'entends la cloche de l'église Saint-Pierre de Montrouge, place d'Alésia. Je change de direction, je rentre dans l'église et effectivement, il y avait un office, il y avait un prêtre qui terminait son sermon et qui dit les mots suivants: « Fuyez la débauche, le Seigneur vous a donné un corps, il ne vous appartient pas, il vous l'a donné pour le servir. » Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous de ton corps? T'es une vraie débauchée. Je rentre chez moi, je vise toutes les bouteilles d'alcool que j'avais laissées, je me prépare un chocolat chaud, très sucré, je le bois, là je ressens ce goût du chocolat extraordinairement bon, je m'allonge sur mon lit, je médite, je n'ai plus touché à une goutte d'alcool. 3 jours plus tard, quand le DRH me convoquera pour mettre fin à mon contrat de travail, parce que j'ai quand même commis une faute grave, là, il me dira, tout le monde était au courant. Et là, je lui dis, mais alors monsieur, mais pourquoi vous n'êtes jamais venu m'en parler? Votre bureau est à 3 mètres du mien. Et ils me redisent, écoutez, on n'en est pas là, il faut que vous partiez. Et là, je dis, non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Parce que si tout le monde était au courant, c'est pas bien. Je ne voulais pas aller à cette cérémonie des vœux. Et je me souviens, j'avais des larmes dans les yeux. Et ils s'en foutaient. Mais ça fait 4 jours que moi je ne bois plus d'alcool. Là, j'appelle le médecin addictologue qui m'avait entre-temps expliqué que c'était une maladie, etc. Et il me dit, venez tout de suite. Donc je lui raconte l'entrevue avec le DRH. Et là, lui, il est stupéfait. Il n'a pas de mots. Et il me dit, Madame Coté, on continue. Le plus important, c'est le sevrage. Et je vous mets en arrêt maladie.
toutes les étapes, sevrage, psychothérapie, etc., tout est pris en charge par la sécurité sociale. Le sevrage en lui-même, c'est très rapide, c'est une dizaine de jours. Par contre, la reconstruction, pour être celle que je suis maintenant devant vous, on peut dire 15 années. Et, entre-temps donc, je suis sollicitée par un média, TF1, pour un portrait dans le 7 à 8 de Harry Rosenbach. Donc c'est quand même pas rien, c'est en 2014. Et donc je raconte mon histoire en 7-8 minutes. Et là, je reçois, mais sincèrement, des centaines de milliers de messages. Oh, et là, je me dis, il faut continuer. Et j'ai jamais arrêté. On est en 2025, je crois que c'est la 150e fois que je raconte mon histoire, chaque fois avec beaucoup de plaisir et d'application, en tout cas je l'espère, à le faire, parce que c'est nécessaire. Et alors, très récemment, j'ai eu cette chance d'avoir un coup de téléphone il y a 2 ans et demi d'une réalisatrice pour l'accompagner sur un film pour le cinéma sur l'alcool au féminin. Et elle m'a révélé à ce moment-là le casting. Elle m'a dit, ces femmes, il y en aura une dizaine, mais les principales seront jouées par Valérie Bonneton, Michel Larocque et Sabrina Ouazani. Elle me fait donc rencontrer ces actrices, donc ça c'est formidable parce que je rencontre des femmes, mais comme vous et moi, hyper simples. Et là je suis bluffée par leur volonté à vouloir rentrer dans la peau du personnage. Et je leur explique tout ce que je vous ai expliqué, le corps, la gestuelle, etc. On rentre vraiment dans le détail. Et après, on m'a proposé de passer un casting pour jouer Colette, le rôle de Colette, qui est la belle-mère de Suzanne, donc Valérie Bonneton. Alors là, c'est donc pour moi la possibilité. Donc j'ai passé un casting que j'ai réussi. Non, parce que on était 10 à passer le casting. Et j'ai réussi. Donc me voilà sur le tournage. Alors ça, c'est encore une expérience extraordinaire, quoi. J'ai le plaisir de vous dire que donc ce film s'appelle Des jours meilleurs, qu'il est sorti le 23 avril et qu'on est aujourd'hui, à cette heure-ci, à 400 000 entrées. Donc voilà. Quand je vous dis j'ai retrouvé ma place dans la société, je suis comblée parce que je me sens nécessaire.